Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce grand JT de l'éducation. Voici le sommaire. Bétarame, Riaumont, Garaison, Saint-Nazaire, Pau également, on l'a appris hier. Quel avenir pour l'enseignement privé catholique qui fait tristement la une de tous les médias depuis plusieurs mois? On en parle avec nos invités. Vous allez également découvrir une mère et son fils qui créent ensemble des jeux vidéo éducatifs. L'une s'occupe de la pédagogie, l'autre du développement visuel, artistique et commercial. La forêt de Pago vous attend dans quelques minutes. Dans sa chronique, Shirley Adélaïde fera la lumière sur le sommet international sur l'océan qui s'est achevé tout à l'heure après 2 jours de rencontres, de débats et d'élaboration d'un plan d'action ambitieux. Shirley qu'on retrouve tout de suite pour l'actu en bref. Bonsoir Shirley. Bonsoir Loïc et bonsoir à tous. À la une de ce journal, un établissement catholique des Pyrénées-Atlantiques épinglé par le ministère de l'Éducation pour atteinte à la laïcité. C'est le dernier avertissement avant des mesures qui pourraient être prises à l'encontre de l'établissement L'Immaculée Conception à Pau si rien n'est fait pour corriger le tir. Cet établissement catholique privé sous contrat réunit pas moins de 2600 élèves de la maternelle à la terminale. Et l'an dernier, nombre d'entre eux ainsi que des professeurs de l'établissement avaient dénoncé des dérives dans les journaux Libération et La République des Pyrénées, ce qui avait entraîné une inspection générale de l'établissement et la rédaction d'un rapport. À partir de là, tout s'est enchaîné. Signalement au parquet de Pau par la rectrice de l'Académie de Bordeaux, ouverture d'une enquête au commissariat de Pau dans le cadre d'une information judiciaire pour harcèlement moral et détournement de fonds publics. SOS Racisme avait même porté plainte pour négationnisme visant le directeur de l'établissement, Christian Esposo. Tout cela avait mené à la suspension de ce dernier en septembre 2024, avant que celui-ci ne retrouve ses fonctions en novembre, le temps que l'affaire soit élucidée par la justice. Ce qui signifie donc que jusqu'à hier, le grand public n'avait pas accès au rapport d'inspection. Eh bien non, malgré les demandes répétées des syndicats et des enseignants, le ministère de l'Éducation s'y refusait pour ne pas interférer avec l'enquête judiciaire en cours. Mais voilà, hier, dimanche 30 mars, le journal Mediapart a publié de nombreux extraits du rapport en question. On y apprend que l'établissement s'affranchit largement du code de l'éducation. Des messes auraient lieu pendant des heures de cours. Des manuels scolaires recommandés par l'éducation nationale seraient bannis. La direction inciterait également à l'achat de livres anciens, je cite, systématiquement orientés vers la royauté, la critique de la République, l'apologie, voire l'obsession du martial, du combat et de la guerre. Réponse du directeur Christian Esposo hier au journal Sud-Ouest. Tout est mensonge. Nous suivrons les suites de cette affaire. Dans le public, désormais, l'école maternelle Émile Zola à Saint-Ouen, en région parisienne, pourrait déménager en raison de la présence inquiétante de nombreux dealers à proximité. Et ce sera aux parents d'élèves d'en décider ce jeudi. Leurs enfants sont scolarisés dans 4 classes situées dans une annexe de cette école au sein de la cité Arago de Saint-Ouen, tout près d'un des principaux points de deal de la ville. Et les trafiquants ont même l'habitude de cacher leurs marchandises dans la cour de récréation. Ces derniers mois, des sachets de drogue ont été retrouvés, mais aussi des bonbonnes de protoxyde d'azote générant du gaz hilarant. Une situation grave et face à l'inquiétude de nombreux parents, la mairie propose de transférer 2 classes dans une ancienne crèche et 2 autres dans le bâtiment principal de la maternelle jusqu'à la fin de l'année scolaire. Or, pour cette mère d'élèves, ce n'est pas forcément la bonne solution. C'est une école qui sera encore plus surchargée. Pour nous, la solution, c'est pas fuir l'école, tout fermer. Ça, c'est au détriment des enfants, de leur bien-être. Ils ont tous leurs repères qui tombent à l'eau. Nous, on voudrait que l'école soit mieux protégée plutôt que de fermer et fuir. Selon la mairie de Saint-Ouen, si déménagement il y a, les classes ne seront ni mélangées ni fermées. Pour le député LFI de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, interrogé par BFM TV, il est inimaginable de fermer un établissement scolaire parce qu'il y aurait du trafic de drogue. J'ai déjà interpellé le préfet, je vais interpeller l'éducation nationale pour que ce point de deal soit supprimé et qu'il puisse y avoir une vie sereine pour les écoliers et les parents d'élèves dont je comprends l'inquiétude, a-t-il
déclaré. Du nouveau concernant la loi qui encadre la procréation médicalement assistée à partir d'aujourd'hui. Les enfants conçus d'un don via une PMA auront accès à leurs origines une fois adultes. C'est un droit réclamé de longue date par les adultes nés d'un don de gamètes à partir de 18 ans et s'ils le souhaitent. Désormais, ils pourront connaître le nom de leur donneur, leur âge, leur état de santé au moment du don, leurs caractéristiques physiques, leur pays de naissance ou encore leur motivation pour donner. Cette mesure est une application de la loi de bioéthique de 2021, une application longtemps différée en raison d'un nombre peu élevé de gamètes en France. Les gamètes anonymes disponibles ont donc été utilisées jusqu'au bout pour ne pas être gâchées côté donneurs de spermatozoïdes et d'ovocytes. Ils avaient leur anonymat garanti jusqu'alors. Maintenant, ils doivent consentir à donner toutes ces informations. Pour Margot Gandelon, fondatrice de Maman Solo, rassemblant des femmes seules engagées dans une PMA, la réforme ne va pas assez loin. Il n'y a pas d'obstacle légal ou éthique à donner aux parents des informations utiles sur le donneur sans attendre la majorité de l'enfant. Pour savoir si celui-ci a un retard de croissance, mon pédiatre a besoin de connaître la taille du géniteur. En Europe, certains pays permettent l'accès à l'identité du donneur pour une personne née d'un don de gamètes un peu plus tôt, comme l'Autriche à 14 ans ou l'Allemagne à 16 ans. Dans le reste de l'actualité, un centre de santé mentale à destination des étudiants vient d'ouvrir à Lyon. C'est une structure unique en France, au 102 rue de Marseille, appelée plus communément le 102. Les étudiants peuvent se livrer à cœur ouvert à des professionnels. Un psychologue, un infirmier, un psychiatre et 3 médecins généralistes les reçoivent sur rendez-vous. Leurs consultations sont gratuites, l'accompagnement personnalisé. Cette initiative est née d'un besoin criant. Elle a été portée par les directrices des centres de santé universitaire, comme l'explique la présidente de la communauté d'universités et établissements à Lyon-Saint-Étienne, Nathalie Dompnier. Dans les services de santé dont elles avaient la charge, elles constataient qu'entre 35 et 40% des étudiants méritaient sans doute un suivi, un accompagnement en termes de santé mentale, et qu'à ce moment-là, on avait aux alentours d'un psychologue pour 30 000 étudiants sur le site universitaire de Lyon-Saint-Étienne. Financé par la ville, la métropole, la région et l'agence régionale de santé, le centre de santé mentale des universités de Lyon est ouvert aux 260 000 étudiants que compte l'académie. Allez, on prend la direction de Mareil-Marly maintenant. C'est dans les Yvelines. La commune a inauguré sa nouvelle école en présence notamment de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Un bâtiment flambant neuf pensé en étroite collaboration entre le personnel enseignant et les parents d'élèves. Retour sur cette journée d'inauguration avec Pierre-Yann Mazari. Cela faisait des années que les habitants attendaient cela. Ce samedi, le village Mareil-Marly inaugurait les nouveaux locaux du groupe scolaire des Violettes. Avec 13 salles de classe flambant neuves, réparties entre l'élémentaire et la maternelle, et une nouvelle cour végétalisée, l'établissement accueille désormais 268 élèves. Autre nouveauté, un centre de loisirs, une nécessité pour le village qui ne cesse d'attirer de nouveaux habitants. Mareil se développe. Mareil est passé de 3 000 habitants à 4 000 et il est prévu qu'on grimpe à 5 000 habitants. Donc on a besoin d'accueillir de nouveaux enfants, de nouvelles familles et d'où la nécessité de s'agrandir. Il aura fallu plusieurs années de concertation au sein de la ville et 2 ans de travaux. Cette école, c'est le fruit d'une véritable collaboration entre les différents acteurs, personnels enseignants et parents d'élèves. À chaque fois en fait qu'une question se posait, que ce soit sur l'architecture du bâtiment, sur la phase chantier, on sollicitait des rendez-vous auprès de la mairie. C'était important parce que c'est d'abord la vie de nos élèves. Et chez les premiers concernés alors, que pense-t-on de ces nouveaux locaux ? Les salles, elles sont gigantesques et il y a plein de luminosité et du coup c'est super. La cour de récréation, elle est bien. Il y a un peu plus d'espace et on a une plus grande cour. Elle est très belle, elle a des très grandes salles, elle est magnifique. Un projet pharaonique comme celui-ci, ça a forcément un coût. Plus de 8 millions d'euros, financés notamment grâce aux collectivités locales et territoriales. C'est très important pour la région d'aider les maires à reconstruire des écoles magnifiques, les écoles comme on fait aujourd'hui, totalement écologiques et en même temps extrêmement apaisantes pour un cadre d'apprentissage qui soit le meilleur possible. Depuis 2018, Mareil-Marly attire de plus en plus de jeunes familles.
Avec cette nouvelle école, la commune est parée pour accueillir ses 500 prochains habitants prévus à l'horizon 2030. Un reportage signé Pierre-Yann Mazary. Allez, on termine avec un carnaval attendu chaque année avec beaucoup d'impatience par les jeunes dans le Calvados, en Normandie. Oui, le carnaval étudiant de Caen démarre ce jeudi. 35 000 personnes sont attendues avec leur déguisement, bien sûr, comme le veut la tradition depuis une dizaine d'années. L'événement commencera par un immense défilé depuis le campus 1 de l'université de Caen jusqu'au parc des expositions où se tiendra un grand concert en partenariat avec la radio des jeunes, Énergie, à l'affiche des stars internationales comme Trinix, Sound of Legend, Upsilon ou J-Style. Et je précise que les chars, tout comme l'affiche de ce carnaval, sont aux couleurs du millénaire de Caen, puisqu'en 2025, la ville fête son 1000e anniversaire. Affiche qui représente donc un beau léopard, symbole de la Normandie, Loïc. Merci beaucoup, Shirley. Vous en parliez tout à l'heure dans votre journal. Un établissement privé catholique de Pau pourrait être lourdement sanctionné après la découverte de manquements graves à la laïcité et aux valeurs de la République. Un nouveau scandale, mais des familles qui continuent de faire confiance à l'enseignement catholique privé. On en parle avec nos invités. Bétharram, Riaumont, Garaison, Saint-Nazaire, Pau, les scandales et polémiques se répètent. Mais l'enseignement catholique continue malgré tout de séduire les familles en quête d'excellence pour leurs enfants. Oui, mais à quel prix? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Ixchel Delaporte. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur du livre Les enfants martyrs de Riaumont. C'est aux éditions du Rouergue. On va y revenir dans quelques instants. Et Baptiste Jacomino, bonsoir. Vous êtes adjoint au directeur de l'enseignement catholique de Paris. Justement, on va commencer avec vous, puisqu'on en parle un petit peu depuis le début de l'émission. Hier, le ministère de l'Éducation a menacé de sanctions un établissement catholique privé de Pau. On parle de catéchisme obligatoire, de messe sur le temps de cours, d'entrave à la liberté de conscience, de négationnisme et de détournement de fonds. Votre réaction peut-être sur ces révélations-là? Je ne connais pas l'établissement en question précisément, mais il est évident que s'il y a des propos négationnistes qui sont tenus par l'institution, enfin, si tout ce que vous dites là est vrai, il faut que des sanctions soient prises. J'en sais pas plus, je ne suis pas capable de vous répondre sur cet établissement précis. Je pense au passage que c'est important pour notre discussion, c'est que la réalité de l'enseignement catholique, c'est d'abord des établissements très différents les uns des autres, et que la réalité globale de l'enseignement catholique n'a pas grand sens. Les gens connaissent d'abord un établissement, ils choisissent un établissement avec des personnes qui sont dedans. Oui. Néanmoins, l'Église a une vision sur ce qui se fait à l'intérieur de ces établissements-là. Et donc là, il y a eu effectivement une enquête qui a été faite et il y a ça qui est ressorti. Donc c'est le ministère de l'Éducation qui sort toutes ces informations-là. Comment se fait-il que l'Église n'ait pas, après tout ce qu'on a eu comme scandale ces derniers mois, une vision réelle de ce qui se passe dans ces établissements et que surtout personne n'intervienne? Ouais, je laisse de côté l'établissement en question parce que je n'ai pas l'information, mais parlons en général. S'il y a encore des établissements qui posent ce type de problème-là, c'est un scandale. Il faut que l'Église s'en saisisse. En effet, vous avez raison, au premier chef, sans attendre que... On est bien content d'avoir le travail des journalistes et c'est bien que l'État fasse son travail, mais vous avez raison, il faut aussi que l'Église fasse le sien. À Paris, dans le périmètre que je connais, on met beaucoup d'énergie actuellement pour contrôler et aussi pour former, pour mobiliser les consciences sur ces sujets-là. Moi, j'ai confiance sur le fait qu'on va avancer de façon très rapide et très décisive sur ces questions-là, mais je ne peux pas complètement dire qu'il serait impossible qu'il y ait encore des lieux où des dérives de ce type aient lieu. Je n'ai pas cette information, mais c'est possible. Ixchel Delaporte, qu'est-ce que vous inspire ces révélations, vous qui avez travaillé justement sur ce foyer de Riaumont, où pendant 60 ans, hein, rappelons-le, il y a eu énormément de scandales, violences sexuelles, violences physiques, malnutrition, etc. etc. Ce qui m'inspire, c'est que je pense qu'il manque de contrôle, ces lieux-là. Qu'il n'y a pas suffisamment de regard extérieur pour intervenir. Le problème, c'est le vase clos. Le problème, c'est un lieu qui tourne sur lui-même et qui, finalement, au bout d'un moment, parce qu'il sent qu'il n'y a pas de regard extérieur, peut parfois se permettre de pratiquer des dérives dont il sait parfaitement bien qu'elles ne sont pas autorisées. Mais qui pour stopper ça? Personne. Donc la question, c'est évidemment, le problème de fond, c'est quel regard l'État peut avoir sur des lieux comme ça qui de fait, ont leur propre fonctionnement. Mais à partir du moment où il y a des enfants,
En fait, c'est des enfants. Que les parents aient fait le choix de mettre des enfants dans des écoles privées hors contrat, sous contrat, de telle ou telle obédience finalement religieuse, quelle qu'elle soit, c'est des enfants. Ils n'ont pas choisi ça. Donc, ils n'ont pas à subir ce qu'on pourrait leur faire porter de lavage de cerveau, d'idéologie, quelle qu'elle soit, encore une fois. Donc c'est une bonne nouvelle que l'État, enfin, mette son nez dans les établissements privés catholiques, malgré la séparation de l'Église et de l'État qui date d'un petit moment maintenant. Enfin, le ministère de l'Éducation se saisit de ces priorités-là. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il faut pour en arriver là ? Enfin, je veux dire, l'affaire Betaram, c'est une affaire qui est inédite par son ampleur, inédite par le nombre de plaintes. Encore là, aujourd'hui, il y a eu un dépôt de plaintes, de 48 plaintes, je crois, dont une de viol en réunion par 2 prêtres. C'est extrêmement grave. C'est une affaire de pédocriminalité extrêmement grave. Et le dire, tout le monde savait, c'est un peu facile en fait, parce qu'il y a plein d'enfants qui ont tiré la sonnette d'alarme. Moi, dans le cas de Riaumont, par exemple, il y a des enfants qui fuguaient. Mais les parents ramenaient les enfants à Riaumont. Donc, il y a aussi une révolution à faire du côté des parents d'élèves, en fait, de se rendre compte que c'est pas parce que, effectivement, ils pensent être protégés dans un lieu qui leur convient idéologiquement, parce que c'est leur pensée idéologique. Mais avant tout, avant de faire passer la question de l'idéologie ou des valeurs religieuses, peut-être faudrait faire passer la question de la protection de l'enfance, en fait, tout simplement. Baptiste Giacomino, évidemment, il y a une sécularisation depuis 50, 60 ans en France, et l'Église essaye de garder à la fois ses ouailles, à la fois ses valeurs aussi, ce qui fait ce qu'elle est intrinsèquement. Et ça peut donner lieu à ce genre, justement, de déviance. On l'a dit, propos négationnistes, liberté de conscience des élèves. Est-ce que la foi, aujourd'hui, chrétienne, ne prend pas trop de place chez ces gens qui sont dans ces établissements, justement parce que la foi chrétienne est en déclin? C'est très intéressant. Je trouve que c'est important, en effet, qu'on pose cette question un peu directement, parce que souvent, dans ces débats, on la laisse de côté. La question, c'est qu'à un moment donné, il faut se demander s'il n'y a pas un rapport entre le fait que l'établissement catholique et ce qui s'y passe. Moi, je pense que, contrairement à une première idée qu'on pourrait se faire, il y a plusieurs façons d'être catholique. Et en l'occurrence, dans les établissements qu'on cite, il arrive qu'on ait affaire à des doctrines extrêmement rigides, sadique, pour dire les choses un peu rapidement, mais je pense que ça parlera, et que ça, c'est dangereux. Et que de l'intérieur, l'Église doit faire le travail de critique. Je suis très sensible à l'idée d'extériorité. Il faut qu'il y ait l'extériorité de l'État, il y a l'extériorité du journalisme, il faut que l'Église aussi ait, à côté de ça, pas à la place, mais à côté de ça, une extériorité critique à l'égard de ces établissements, pas seulement de ce qui s'y passe, qui est évidemment l'essentiel, mais aussi des doctrines qui font que ça a lieu. Parce que très souvent, il y a une articulation entre une doctrine rigoriste, sadique, et les pratiques que nous sommes en train d'évoquer. Et ça, on a vraiment besoin d'aller le critiquer de l'intérieur, parce que la foi chrétienne, précisément, offre des outils pour critiquer ça. C'est complètement impossible d'avoir ce type d'attitude et de discours quand on lit l'Évangile. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'en fait, on a du mal à comprendre comment, depuis des centaines d'années, des milliers d'années, l'Église est à ce point sévère, dure, maltraitante, alors même que quand on lit la Bible un petit peu et qu'on connaît les évangiles, c'est tout l'inverse qui est dit. D'où vient cette propension qu'ont les gens qui dirigent l'Église ou des établissements comme cela à avoir des déviances qui les mènent jusqu'à frapper des enfants ou même à les violer? Encore une fois, je me méfie de l'amalgame. C'est un peu facile, mais c'est important sur tous les sujets, pas seulement sur l'Église. C'est pas toute l'Église, c'est pas tout le catholicisme. C'est important. Pardon, je sais que c'est pas secondaire, mais c'est important de le préciser, parce que c'est aussi là qu'il va pouvoir y avoir une critique de l'intérieur, en interne, pour se débarrasser de ces problèmes-là. Il me semble que partout où il y a du pouvoir, il y a une tentation de la domination. C'est vrai partout, dans le monde politique, c'est vrai dans l'enseignement où il y a une relation de pouvoir, c'est vrai dans l'Église où il y a une relation de pouvoir. La question, c'est comment on met en place, quand il y a du pouvoir, des contre-pouvoirs. Ces contre-pouvoirs, c'est entre autres l'extériorité, c'est au passage, en plus de l'extériorité, ou articule à cette extériorité, la parole des enfants. Ce qui est frappant, c'est que non seulement il n'y a pas eu d'extériorité, ça a été très bien dit, mais il y a aussi
un déni, un étouffement, une impossibilité d'écouter les enfants qui ont parlé, on l'entend pour Betaram, on l'entend pour Piano, qui ont dit des choses très tôt, qui ont parlé très clairement et qu'on ne voulait pas écouter, qu'on n'a pas laissé parler. Là aussi, il y a quelque chose de très troublant et encore une fois qui fait contraste avec l'Évangile. Mais justement, ces familles-là, qui certes veulent le meilleur pour leurs enfants, il n'y a pas de débat là-dessus, mettent encore aujourd'hui leurs enfants dans des établissements catholiques, qui accueillent d'ailleurs même des enfants parfois musulmans, parfois des enfants juifs. Au-delà de la foi, il y a une excellence qui est recherchée. Pourtant, l'enseignement catholique n'a peut-être jamais eu aussi mauvaise presse que ces dernières années. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas en réalité là. Oui, alors, je veux dire, le cas de Riomont est un cas extrême en fait. Je pense que Riomont concentre tellement d'éléments particuliers, que ce soit la question du militarisme, que ce soit la question de l'extrême droite, parce que c'est quand même un lieu qui est très lié à l'extrême droite, que ce soit aussi cette idée du scoutisme, mais à la dure en fait, une espèce de scoutisme pur, comme ils le disent eux. Vous mélangez tout ça au fait que Riomont s'était fait une réputation sur le fait qu'ils étaient d'accord pour recevoir des enfants qui étaient un peu en rupture scolaire, en difficulté scolaire, ça vous donne un cocktail explosif interne en fait, parce que vous avez des parents qui ont mis volontairement effectivement leurs enfants là, en n'ayant plus d'autres solutions, puisqu'ils avaient écumé en gros toutes les écoles privées hors contrat catholiques traditionnalistes desquelles ils s'étaient fait en gros virer. Et donc ils arrivent à Riomont déjà avec cette attitude un peu rebelle, on va dire. Et en fait, c'est ce qu'on leur demande aux moines. On leur demande de redresser les enfants. Mater. Mais bien sûr. Oui. Donc en fait, c'est très raccord. Ce que les parents veulent à Riomont, c'est ça. Sauf que moi, aujourd'hui, je reçois des appels maintenant de parents d'élèves qui me disent: j'ai pas vu, j'ai pas compris, je me sens coupable, je comprends pas comment j'ai pas pu entendre en fait. Donc c'est pour ça que je dis que en fait chacun à son poste a une responsabilité très forte de ce qui s'est passé. Et les parents donc aussi. Et les parents aussi, et l'Église catholique aussi, parce qu'il se trouve que le diocèse d'Arras, au jour d'aujourd'hui, après des années de dénonciation de ce qui passe à Riomont, ne s'est jamais exprimé publiquement sur ce qui se passe à Riomont. Je revenais justement, effectivement, vous parliez de contre-pouvoir. Il y a les diocèses et les évêques qui sont là normalement pour ça, pour écouter, pour recueillir. La plupart des évêques, de l'observation que j'en fais en tout cas, sont assez silencieux dans les médias sur ce genre de choses. Et d'ailleurs, eux-mêmes, récemment, ont eu des affaires, je pense au cardinal Ricard notamment. Mais il est où le contre-pouvoir? Si ce n'est pas l'évêque, c'est qui? C'est pas le pape François. Il a déjà du mal, le pauvre, à arriver sur son balcon, poussé dans sa chaise roulante. Donc, ils sont où les contre-pouvoirs, en fait? Encore une fois, moi, je travaille pour un évêque, qui est Monseigneur Ulrich, qui est l'archevêque de Paris, qui n'est pas du tout soupçonné de quoi que ce soit. C'est important de le dire, c'est avec lui que je travaille, donc c'est de lui que je parle, qui est très, très décidé et actif sur ces questions-là, qui a mis en place des dispositifs extrêmement concrets, de formation généralisée, qui nous suit à chaque fois qu'on signale le moindre fait. Donc ça existe aussi, cette extériorité-là. Elle existe, vous avez raison que c'est une des extériorités qu'on attend. Je pense que cette extériorité, elle peut aussi être construite dans les établissements. C'est possible, c'est comme notre travail, la pédagogie au départ, de permettre aux élèves de parler, de les écouter, de leur donner la parole publiquement, d'en prendre des notes, qu'il y ait de la clarté. Enfin, tout ça, c'est possible. On sait le faire dans plein d'écoles, qu'elles soient catholiques ou pas. Il y a aussi une extériorité qui peut se travailler de l'intérieur dans tous les établissements. Il y a des syndicats, il y a toutes sortes de possibilités qu'on exploite d'ailleurs beaucoup actuellement pour les valoriser encore plus, pour qu'une extériorité, il n'y en ait pas qu'une, parce que quand il y en a une qui est défaillante, il faut qu'il y en ait d'autres, et ça peut arriver justement quand elle soit défaillante, quand on a affaire à des pervers, à des gens qui font peur et que les gens n'osent plus parler. Et donc c'est là qu'il faut qu'il y ait plusieurs possibilités critiques, plusieurs contre-pouvoirs qui existent. Et pour ça, et là je rejoins votre question sur l'Église, il faut qu'on soit très clair, nous chrétiens, sur le goût de la critique. Il faut aimer la critique. Il a pu exister dans certains milieux chrétiens une crainte de la critique, l'idée que ça diviserait, que ça ferait scandale inutilement. Au contraire, je pense qu'on a besoin de critique, que la critique c'est sain et qu'il faut qu'on apprenne à avoir des débats critiques clairs, publics, tranquillement, parce que c'est là-dessus que repose en particulier l'avenir et la santé des enfants. Moi, je voulais rebondir sur quand même le fait que c'est quand même très tardif. Ce discours arrive très tard quand même, parce que la SIAZ, quand il y a eu le rapport de la SIAZ, 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église, vous avez 30%, 99 000 personnes qui ont été abusées dans des écoles privées catholiques.
Excusez-moi, mais 30%, c'est un chiffre énorme. Alors pourquoi il faut toujours attendre qu'on en arrive à des extrêmes pareils pour qu'on dise oui, alors on va avoir des contre-pouvoirs, on peut s'organiser. Moi, j'entends ce que vous dites, mais je trouve que c'est trop tard, en fait. C'est-à-dire, on arrive trop tard. Pourquoi on ne s'est pas réveillé au moment du rapport de la SIAZ ? Pourquoi, au moment du rapport de la SIAZ, il n'y a pas une prise de parole, justement, de l'Église catholique et puis des personnes qui s'occupent de tout ce qui est l'encadrement de ces écoles privées sous contrat ou hors contrat pour dire on entend ce chiffre et on va mettre en place des choses, des cellules d'écoute, des contre-pouvoirs, il n'y a rien, en fait. Et, enfin, je veux dire, il faut attendre Bétarame, quoi, pour que même Riaumont, nous, on puisse être entendus, pour que les anciens de Riaumont puissent être entendus. Moi, le livre, je l'ai écrit en 2022, hein. Voilà, donc c'est quand même des années de perdu. J'ai l'impression que, enfin moi je l'ai vécu peut-être de l'intérieur et d'une façon qui est peut-être pas très représentative, mais j'ai l'impression qu'avec le rapport de la SIAZ, il y a eu une déflagration importante, qu'on a beaucoup agi, qu'on a fait beaucoup de choses. Je parle de Paris, je parle de l'enseignement catholique de Paris très spécifiquement. Il me semble qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose qui a été complètement ignoré. Je me souviens je suis allé dans des tas d'écoles, voir des communautés entières pour parler de ce qu'il fallait faire, du fait qu'il fallait se réveiller, enfin un discours qui ressemble au moins par certains aspects au vôtre. Et j'entendais dans certains lieux le fait non mais ça ne nous concerne pas parce que c'était une époque où il y avait des prêtres. Maintenant, il n'y a plus de prêtres. Ça ne nous concerne pas, nous, laïcs. Et là où je vous rejoins, donc je pense qu'il y a des choses qui ont été faites, mais qui avaient rapport avec les prêtres. Et là où je sens un nouveau sursaut très important, encore plus clairement maintenant et beaucoup plus généralisé, c'est sur le fait que, pas seulement une affaire de prêtres, il y a dans l'affaire de Bétarame, mais pas seulement, des laïcs qui sont concernés. Il y a une culture de l'abus qui s'est instaurée. Et ce qui est très important, c'est de développer contre elle une culture de la parole, une culture qui permette de la critique, qui permette de répondre à ça. Donc je vous rejoins en partie. Je pense qu'au moins sur la question des prêtres, au moins dans certains diocèses, une prise de conscience avait déjà eu lieu. Mais vous dites quelque chose d'intéressant. Vous dites ici à Paris. Ouais. Est-ce que le problème n'est pas justement que dans certains territoires, comme Bétarame par exemple, dans les Pyrénées Atlantiques, orientales, je ne sais plus, orientales, dans certains territoires où l'Église, où il y a un curé pour 20 clochers par exemple, on n'est pas un peu plus de difficulté à aller chercher à Paris, bien sûr. Vous êtes là. Est-ce qu'il y a, par exemple, un directeur de l'enseignement catholique dans les Pyrénées-Orientales ? Oui, il y en a un. Et que fait-il ? Qu'a-t-il fait ? Je ne le connais pas bien. Ce que je peux vous dire, c'est que ça rejoint en partie votre hypothèse, mais qu'en partie. Moi, j'entendais tout à l'heure parler sur Riaumont, que je connais bien moins que vous, en gros, d'une ambiance un peu facho au sens très large du terme. Okay, voilà. Parlons un peu franchement. Voilà. C'est beaucoup plus ça que je sens qu'une question de nombre de prêtres ou de nombre de personnels disponibles. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des lieux qui sont sous emprise idéologique, ou du moins qui l'ont été. Ça existe dans leur contrat, peut-être que ça existe aussi dans certains établissements hors contrat, pas tous, encore une fois, ça existe peut-être encore dans certains établissements sous contrat. Moi, c'est beaucoup plus du côté d'emprise idéologique que je suis inquiet que du côté du nombre de personnels disponibles. S'il n'y a pas le personnel disponible, eh ben, on a d'autres formes d'extériorité, ça s'organise. Enfin, quand on a vraiment envie, quand on est décidé à mettre en premier la protection des mineurs, on y arrive, c'est tout à fait possible de le faire. Là où il y a des freins parfois, il me semble être vraiment de l'ordre d'une sorte d'embrigadement qui empêche de voir le réel, parce qu'on veut voir d'abord une croyance qu'on a et qui est parfois une croyance idéologique. Je ne dis pas que c'est que ça, les affaires auxquelles on a affaire, mais quand même, ça se répète un peu de ce côté-là. Vous parliez des familles. Finalement, est-ce que l'école, l'enseignement catholique, bénéficie un petit peu de cette baisse de niveau généralisée, ou en tout cas de ce qu'on en perçoit de l'école de la République ? Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas travaillé sur cette question-là. Mais de votre observation, est-ce qu'il y a des vases communicants entre ce que l'on vit sur la dégradation du niveau de l'école de la République vers des écoles privées, catholiques ou autres ? Je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas du tout travaillé sur ces questions-là. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Moi, ce qui m'interroge, en fait, c'est que dans le cas de Riaumont, par exemple, ils ont beaucoup mis en avant la qualité de l'enseignement. C'était des cours par correspondance, des cours atmer par correspondance. En fait, c'était des cours donc, par correspondance et les moines surveillaient les enfants, en fait. Donc évidemment de manière assez brutale et violente, puisqu'ils leur balançaient des chaises, c'était du physique. Et on leur a délivré un enseignement qui était idéologique en fait, avec une vision de l'histoire un petit peu particulière, avec des livres de biologie déchirés à l'endroit de des questions de reproduction et de sexualité. Donc c'est
tout un ensemble de choses. C'est-à-dire que ces enfants, quand ils sortent de là, ils ne sont pas du tout ultra bien préparés comme ce qu'on a vendu aux parents. On a vendu aux parents une éducation plus. On a vendu aux parents une bonne manière d'être, des bonnes manières, une très bonne éducation intellectuelle, des connaissances, une application par le concret, puisqu'on leur faisait faire du béton, on leur faisait construire les lieux, ils devaient faire du ramassage de feuilles. Enfin voilà, tout était un peu maçonnerie, plus c'était un truc très complet. Et en fait, les parents, aujourd'hui, ils disent, mais en fait, on m'a menti, en fait. C'est-à-dire non seulement les enfants sortent avec la moitié des connaissances en moins, mais en plus, ils sortent complètement inadaptés, en fait, à la société. Baptiste Giacomino, on a quand même l'impression aujourd'hui que l'Église est à un tournant de son histoire. Ça fait déjà plusieurs années quand même, avec tout ce qui sort. Et depuis tout à l'heure, je vous entends dire « il faut ». Ouais. Comment est-ce qu'on transfère ce « il faut » en ça y est, c'est fait, en fait. Pour moi, il y a deux actions qui sont déjà en œuvre là où je travaille. La première, elle est de l'ordre de l'organisationnel. Avoir des procédures d'alerte qui soient beaucoup plus claires, beaucoup plus simples, beaucoup plus affichées, beaucoup plus accessibles. Mais le recrutement aussi, peut-être. Ne pas prendre peut-être n'importe qui pour donner la... Vous parlez des enseignants ? Oui, bien sûr. Ouais, évidemment, bien sûr. Après, le recrutement, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça fait partie. Si on ne prend pas quelqu'un de négationniste, par exemple, c'est mieux déjà. Vous avez raison, en effet. Vous voyez, ça, c'est un bon critère. Vous avez un bon critère. Vous en tenez un bien. Mais encore une fois, ça, c'est un très bon critère. Il ne suffit pas. Je pense qu'il faut à côté des procédures claires, des contrôles beaucoup plus systématiques en interne avec une extériorité. Et puis de l'autre côté, il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est qu'à côté de l'organisationnel, il y a du culturel. Et on l'entend beaucoup, je trouve, dans ce qui vient d'être dit, la SVT, voilà. Il y a du culturel. Comment on fait vivre une culture de l'écoute plutôt que de la censure, une culture de la parole plutôt que de l'interdit systématique. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Si on ne fait que de l'organisationnel, ça ne suffira pas pour renverser des cultures qui sont installées. Si on fait que du culturel, on va manquer de procédures, on va manquer de possibilités de signalement qui sont indispensables. Je pense qu'on a besoin de marcher sur ces deux jambes. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. L'un sans l'autre ne suffira pas. En deux mots, vous avez, en 2022, l'Église a invité les responsables de l'enseignement catholique à s'interroger sans tabou sur la raison d'être de cet enseignement-là pour envisager le monde de demain. À quoi va ressembler l'enseignement catholique privé en 2030 ? En quelques mots. Moi, je suis convaincu qu'il sera toujours plus divers pour répondre à des besoins extrêmement divers. Vous avez beaucoup parlé de gens qui cherchent en gros une éducation d'élite. Ils existent. J'étais cet après-midi dans quelque chose qui n'a rien à voir, un établissement technologique et professionnel à Paris, catholique, qui accueille des familles qui se sont fait virer de partout, qui ont trouvé leur place nulle part et qui ont besoin de cet établissement pour se redresser, pour retrouver du souffle. Il y a une grande variété d'établissements catholiques et je pense que c'est dans cette variété-là, pour répondre à des besoins extrêmement variés, qu'est notre avenir. Merci beaucoup Baptiste Giacomino. Je rappelle que vous êtes adjoint au directeur de l'enseignement catholique de Paris et merci à vous XL Delaporte, journaliste et auteur du livre Les enfants martyrs de Riomont aux éditions du Rouergue. Merci à tous les deux d'avoir été là. On va marquer une courte pause. Chers amis, on revient tout de suite. À 2 mois d'une conférence de l'ONU sur l'océan, un sommet international autour du Grand Bleu s'est tenu hier et aujourd'hui à Paris. Une sorte de préambule qui a réuni des personnalités, des scientifiques, des philanthropes, des politiques. La preuve finalement que la diplomatie maritime gagne du terrain. En tout cas, il y a une volonté de montrer au monde qu'on prend au sérieux l'urgence de protéger les océans. Et quoi de mieux que de l'afficher en grand sur la Tour Eiffel qui s'est parée d'un beau bleu hier soir, comme vous le voyez à l'écran, à l'occasion donc de ce sommet international SOS Océan. Alors, pourquoi ce sommet ? Vous l'avez dit Loïc, un événement encore plus important aura lieu dans 2 mois et on veut être prêt. Oui, car c'est la France qui accueillera la prochaine conférence des Nations Unies sur l'océan du 9 au 13 juin à Nice, sur la Côte d'Azur. Ce sera la 3e du genre après celle de New York en 2017 et celle de Lisbonne en 2022. On y attend des centaines d'ONG, des chefs d'État, de gouvernements, comme le Premier ministre de la Chine, le président du Panama ou encore celui du Brésil,
avril. Donc, il faut être prêt et capable de mobiliser un maximum les esprits avant l'échéance, d'où cet événement en amont qui a lancé, comme son nom l'indique, un SOS. L'océan, le système le plus vital de notre planète, est au bord d'un effondrement irréversible et on doit s'y intéresser, on se doit d'agir. Voilà le message organisé par la fondation portugaise Océano Azul et par Bloomberg Philanthropies. SOS Océan s'est déroulé au Musée de l'Homme et de la Marine à Paris pendant 2 jours, hier et aujourd'hui jusqu'en fin d'après-midi. Alors, est-ce qu'on sait exactement qui était présent et puis ce qui s'est dit? Alors, pollution, surpêche, montée des eaux, recul de la diversité. Une 50aine de leaders internationaux et de scientifiques étaient réunis pour échanger sur les menaces qui pèsent sur l'océan et pour discuter des actions à mener pour protéger les écosystèmes marins et l'économie bleue. Était présent, Loïc, l'océanographe américaine Sylvia Earle. Alors, c'est une pionnière de la protection des fonds marins qui passe sa vie sous l'eau depuis les années 50 pour réveiller les consciences. On la surnomme Her Deepness pour les milliers d'heures qu'elle a passées dans les fonds marins pour documenter les différentes espèces. Et ce, sans relâche, jusqu'à aujourd'hui, malgré son grand âge, 89 ans. Il y avait également le navigateur hawaïen Nayona Thompson, qui porte la voix des populations de l'Océanie et leur besoin vital de préserver leur lien avec l'océan, mais aussi Albert de Monaco ou encore Al Gore, ancien vice-président des États-Unis, le numéro 2 de Clinton à la fin des années 90, est toujours aussi impliqué dans la lutte contre le réchauffement climatique, un engagement qui lui avait valu le prix Nobel de la paix en 2007. À la veille du début de l'événement SOS Océan, donc samedi dernier, cet infatigable militant a partagé en avant-première au micro de France Inter le propos qu'il allait défendre. On l'écoute. Ma partie sera sur le lien entre la crise climatique et l'océan, et les océans. Et c'est là-dessus que je mettrai l'accent dans ma présentation. Vous savez, nous mettons toute cette pollution dans l'atmosphère qui entoure le globe. Et ça augmente tellement qu'il y a des pièges. On piège autant d'énergie que celle qui serait le fait des dizaines de milliers de bombes atomiques comme celle d'Hiroshima en même temps. 90% de cette chaleur va dans l'océan. Et cela rompt le cycle de l'eau en faisant évaporer beaucoup plus d'eau des océans dans le ciel. Et la haute atmosphère retient beaucoup de cette vapeur d'eau. Et quand les conditions font que l'eau descend, l'eau tombe du ciel, cette quantité d'eau qui tombe du ciel devient une bombe extraordinaire. Donc ça, c'était Al Gore et la diplomatie maritime compte aussi dans ses rangs 2 grandes icônes du cinéma, en l'occurrence Harrison Ford et Leonardo DiCaprio. Ce dernier était à distance. Ensemble, ils ont présenté, Loïc, un manifeste pour la sauvegarde des océans. Et ce n'était pas une première pour Harrison Ford, qui avait déjà donné sa voix à l'océan il y a 10 ans dans le cadre d'un projet de l'ONG Conservation International, une série de vidéos intitulée Nature is Speaking. On regarde un court extrait. I am the ocean. I'm water. I'm most of this planet. I shaped it. Every stream, every cloud, and every raindrop. It all comes back to me. Bon, c'est pas mal. Et à l'issue de l'appel à l'aide en faveur de l'océan présenté par les 2 superstars d'Hollywood, c'est notre président Emmanuel Macron qui a pris la parole pour clôturer ce rendez-vous. Il a notamment présenté les grands enjeux de la prochaine conférence des Nations Unies et les ambitions de la France en matière d'action à mener. La France, qui on le rappelle, est la 2e puissance maritime mondiale et l'année 2025 a été désignée l'année de la mer dans notre pays, donc Loïc. Quels seront les principaux enjeux justement de cette 3e conférence de l'ONU sur l'océan? Globalement, il s'agira de réussir à mettre en œuvre les priorités de l'objectif de développement durable 14 dédié à l'océan, qui est un engagement mondial défini dans le cadre de l'agenda 2030 pour le développement durable. Alors qu'est-ce que c'est que cet agenda? C'est un plan d'action adopté par tous les États membres de l'ONU en septembre 2015, donc il y a déjà 10 ans, pour éradiquer la pauvreté et protéger la planète.
planète. Les priorités donc de cet objectif de développement durable 14, mieux coopérer pour protéger l'océan, mobiliser des financements pour le conserver et l'exploiter de manière durable, et enfin mieux diffuser les connaissances scientifiques liées aux sciences de l'océan pour une meilleure prise de décision politique. C'est ambitieux. Maintenant, le grand challenge, c'est de rester mobilisé en dépit d'un contexte géopolitique plus que mouvementé, vous le savez, et d'un Donald Trump aussi qui a le potentiel, hélas, de faire la météo. Espérons qu'il ne détourne pas trop l'attention internationale des questions liées à l'environnement, de la protection de l'océan, des questions essentielles, faut-il encore le rappeler. Merci beaucoup, Shirley. Chers amis, c'est le meilleur de School TV maintenant. Ça s'appelle le Zap, vous en avez l'habitude. Contestent, puis ils en ont besoin d'une certaine façon. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, premièrement, les adolescents, ils jouent à un jeu qui s'appelle « Je t'aime moi non plus ». C'est-à-dire qu'ils font tout pour se faire détester, pour vérifier qu'on les aime. Donc, il ne faut pas être dans la réaction de cela. Et puis, ce cadre, ça sert de contenant. Et on est dans une époque où il n'y a pas beaucoup de contenants pour se construire, pour canaliser cette énergie. Et même les adolescents difficiles, très souvent quand ils sont adultes, ils disent « si c'était à refaire, j'aurais aimé que tu aies été plus dur avec moi ». Donc c'est vrai que c'est difficile pour les parents parce qu'on a envie d'être rassurés, on est anxieux, on a envie de les aimer, on a peur de leur faire mal, on a peur de les blesser, mais au fond, ils ont besoin d'un contenant. Alors, pas d'arbitraire. Il faut expliquer en fait l'autre mot-clé. C'est pas d'être rigide. Voilà. Et l'autre mot-clé du bouquin, c'est le dialogue. Ça revient dans plein de chapitres, qu'il s'agisse de leur relation amoureuse, de leur rapport à leur corps. Vous arrêtez pas de le dire, quoi. Parlez. Tout à fait. Il faut. S'il y a une chose à garder, c'est de leur dire à chaque instant qu'on les aime, quoi qu'il arrive, que c'est un amour incommensurable, conditionnel, et garder le lien de communication, qui se rompt pas. Et c'est pour ça qu'il faut choisir ces batailles. Après, c'est qu'on dans ce cadre, toute la difficulté à l'adolescence, c'est que des fois, c'est plus les parents qui peuvent le proposer. C'est pour ça qu'il faut, pour être sûr, il faut trouver des activités autres pour trouver des contenants où ils peuvent s'émanciper, s'éloigner des parents, tout en ne se mettant pas en danger, comme le sport, les activités sportives. Voilà, sport, culture et tout théâtre, ça. Je sais pas quoi. Et trouver des parents de substitution qui vont pouvoir dire des choses que les parents ne peuvent pas dire. Ne rien lâcher quand on se fait traiter de raciste, dans quelle mesure la laïcité, justement, Samuel Mayol, est l'outil essentiel pour lutter contre tous les racismes. Je sais que vous avez une histoire particulière, si je puis dire, très personnelle, quand on parle de laïcité. Oui, alors je peux raconter effectivement mon histoire, mais peut-être d'abord pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui la laïcité, et donc depuis qu'elle a été inventée en France, eh bien, permet véritablement de traiter les citoyens de façon égale. C'est-à-dire qu'avec la laïcité, c'est un des 4 piliers de la laïcité, c'est l'égalité entre les citoyens. C'est-à-dire qu'on n'essentialise pas un citoyen, une personne dans notre pays, en fonction de sa religion, elle n'est pas identifiée à ça, mais en tant que citoyen... En 2025, Samuel Mayol, ça reste un outil puissant. En 2025, c'est un outil, pour moi, majeur de l'égalité entre les citoyens. Très engagé, effectivement. Quand on lit votre numéro, on part à la découverte de ces 2 ados, de leur maman aussi, qui a été à l'initiative il y a quelques années de ce projet-là, en tout cas projet de famille, presque, de passer au zéro déchet. Vous mettez en avant, en tout cas, le quotidien de cette famille qui a relevé le défi avec brio. Ils sont passés justement de plusieurs dizaines de kilos de déchets par an à, je crois, 300 grammes à peine par mois. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus sur cette initiative, sur comment vous les avez choisis, sur leur quotidien aussi? Alors, c'est Alexandra Darocha, qui est la chef de rubrique Actu du journal, qui les a trouvés. Elle a parlé à plein de familles différentes et elle les a choisis, eux, justement parce que Pauline, qui a 12 ans, et Thomas, qui a 10 ans, sont très motivés. Et ce n'est pas le cas dans toutes les familles. Il y a plein d'ados qui peuvent vivre ça un petit peu comme quelque chose de subi. C'est la démarche des parents, il faut suivre. Bon, voilà. Il y a même des parents qui ont expliqué à Alexandra que leurs enfants aient le sentiment d'être un peu marginalisés parce que voilà, c'est eux qui ont tout le temps les vêtements d'occasion, qui viennent avec un Tupperware, avec des biscuits faits maison, et finalement ça dénote, donc pas très motivés. Pauline et Thomas, eux, effectivement, c'est une initiative à l'origine de la maman, Camille, qui s'est inscrite à un défi zéro déchet organisé par sa commune au moment où ils emménageaient. Donc c'est elle qui incite au départ, mais Pauline et Thomas, ils suivent, et en fait, aujourd'hui, ils participent
participent aux ateliers de fabrication de lessive. Ils se lavent les cheveux avec du shampoing solide. Et ça va aussi au-delà un petit peu de l'aspect la cuisine et l'hygiène. C'est-à-dire que, par exemple, déjà, ils s'habillent d'occasion. Donc, ils font les brocantes. Ils utilisent des applications d'achat de vêtements de seconde main. Et puis, Pauline, par exemple, qui est une grande lectrice, elle n'achète pas de livres. Elle va à la bibliothèque et elle lit 4 à 5 livres par semaine, ce qui est beaucoup. Oui. Elle se fournit à la bibliothèque. Donc, c'est une démarche assez globale. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on est allé vers eux, parce que les 2 ados sont très motivés, avec des petites limites quand même. Lesquelles, par exemple ? Ils nous ont parlé notamment des mouchoirs en tissu. Bon, voilà, ils trouvent ça un peu bof. Donc, ils admettent utiliser parfois des mouchoirs en papier, notamment pour aller à l'école ou au collège. Et puis, il y a eu une scène, quand Alexandra était avec eux, où leur mère leur raconte que finalement, eux, ils vont déjà assez loin, mais il y a des familles qui vont encore plus loin, et qui, par exemple, se passent de papier toilette. Bon, là, leur réaction, parce qu'ils n'avaient pas forcément conscience de ça, donc elle leur annonce ça devant la journaliste, et là, les yeux écarquillés, ils disent « Ah non, mais... Nous, on n'ira pas jusque-là. » C'est un système, mais certaines personnes le font. Il y a des systèmes de petites douchettes, il y a des systèmes de carrés de tissu qu'on nettoie après. Bon, là, ils ont dit non, nous, c'est déjà, on va déjà pas mal. Rester là. À propos des smartphones, vous dites qu'il ne faut pas négocier l'accès à l'outil. Peine perdue, partie perdue. En revanche, il faut essayer de les inviter à l'utiliser à bon escient. Oui, j'irais presque plus de l'aïkido. On utilise alors là, votre expertise en arts martiaux dépasse la mienne. Moi, je croyais juste que le judo, on prenait la force de l'adversaire. Mais aïkido, j'achète, très bien. Mais en effet, on ne va pas interdire, ça fait partie de notre époque, mais de les aider à bien les utiliser. Mais aujourd'hui, ils apprennent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Moi, je connais une jeune fille, elle avait, moi je suis breton, je suis en Bretagne à la campagne, elle avait des poussins, elle voulait savoir si c'était des mâles et femelles, elle regardait sur TikTok, elle savait identifier le sexe de ses poussins. C'est-à-dire que elle aurait pu aussi demander à son frère, à son père, ou à sa sœur, ou à sa mère. S'il savait, mais en tout cas, c'est un lieu d'apprentissage qui est très important. Donc il ne faut pas tout jeter. Est-ce qu'on essaye de savoir, docteur, ce qui se passe dans le secret des smartphones quand même ? Parce qu'un certain nombre de nos invités, à votre place, parfois disent il faut quand même un petit peu y aller parce qu'on peut apprendre, et vous avez raison, et c'est ce pourquoi on plaide d'ailleurs sur School TV, des choses absolument extraordinaires, mais il y a quand même des choses terribles qui peuvent se produire. Tout à fait. Donc il y a un apprentissage à leur faire sur les comptes. Je ne vais mettre rien de personnel, moins de choses personnelles, d'utiliser des pseudos parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Et puis, si on sent l'adolescent en danger, en insécurité, il faut assumer et il ne faut pas être dans le contrôle et dire simplement, le rôle d'un adolescent, c'est de rassurer les parents et de dire à l'adolescent, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai des doutes, voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Donc, j'ai besoin de faire le point avec toi, où tu en es, surtout quand ils sont au collège, j'ai besoin de voir comment ça se passe, les échanges. Aujourd'hui, la notion même de laïcité est remise en cause. En tout cas, certains voudraient qu'elle évolue. Mais elle a déjà beaucoup évolué. Quand vous voyez, par exemple, qu'aujourd'hui, toutes les religions qui n'ont pas des fêtes religieuses dans le calendrier actuel de notre République ont la possibilité d'être absents. Il y a tous les ans une circulaire de l'Éducation nationale qui donne des autorisations d'absence pour toutes les grandes fêtes religieuses. Aujourd'hui, les enseignants n'ont pas le droit de mettre d'examen le jour de Kippour, de l'Aïd ou des fêtes arméniennes ou bouddhistes. Donc, elle a déjà évolué. Elle donne beaucoup de droits. En fait, on voit souvent la laïcité comme par rapport à ce qu'elle empêche ou ce qu'elle interdit ou ce qu'elle régule. La réalité, c'est qu'elle n'interdit pas grand-chose, elle veut juste séparer. Et il y a une différence entre interdire et séparer. On n'interdit aucune pratique religieuse. On veut juste que ces pratiques religieuses soient séparées des établissements. Et voilà pour le ZAP. Un grand merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Toute l'équipe vous a accueilli avec grand plaisir. Il y avait à la réalisation Théo Boscar, au son Alexis Oustabassidis, au maquillage Laure Audemont et bien sûr à la rédaction Laura Girard et Emma Ferret. À demain, très belle soirée. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec